Alors, j'étais pas un artiste au départ. Je suis rentré dans une école d'horticulture en 1954 et j'ai fait 5 ans d'études, donc je devais être jardinier. Ça n'avait absolument rien à voir avec l'art. Et puis ce fut le moment de la guerre d'Algérie, quand je suis rentré du service militaire, puisque j'étais secrétaire d'un colonel qui s'occupait dans les renseignements des dossiers sur la torture. Je veux dire, j'ai été complètement anéanti. Après 2 ans et demi comme ça, de dossiers sur la torture, je suis tombé malade et je suis resté 1 an alité. Je voulais plus vivre, voilà, c'est ça. Donc je me retrouve à 21 ans, sans vouloir vivre, en étant diplômé d'horticulture. C'est un petit peu ça là-bas. Donc là, on ne parle pas d'artiste. D'une façon presque miraculeuse, un jour, au bout d'une année comme ça, alité, j'ai éprouvé un énorme besoin d'expression, puisque je ne m'étais pas exprimé depuis des années. Et je suis descendu de mon petit garage, j'habitais dans la banlieue à Colombes, et là, d'une façon très fiévreuse, j'ai pris les éléments qui se trouvaient là, un petit peu comme un autiste, et j'ai fait des gestes très instinctifs, très basiques. Il y avait quelques pots de fleurs, un sac de ciment, un pot de peinture rouge et tout ça. J'ai mélangé le tout, enfin j'en ai fait une sorte de thérapie et ça m'a enivré, ça m'a fait tellement plaisir que j'ai recommencé avec ce qui était à côté. Et quelques jours plus tard, j'étais tellement excité par ma vie qui commençait, parce que dans le fond j'avais l'impression que je naissais à 21 ans. Je suis sorti dans la rue et j'ai remarqué les sens interdits qui étaient dans la rue, comme dans toutes les rues de Paris. Et j'étais dans un état de fièvre, j'en ai volé un, j'en ai pris un, je l'ai ramené chez moi, je l'ai mis au mur. Je trouvais que c'était la plus belle chose du monde. Et un petit peu plus tard, 3 ou 4 semaines plus tard, ça commençait à monter en puissance et tout ça. Je suis parti avec ces choses et je suis allé à Paris, je ne savais pas pourquoi. C'est pour ça que je disais le mot autiste, parce que je ne sais pas quel mot dire. Hein. Et j'avais un pot de fleurs, j'avais un sens interdit sur l'épaule et tout ça. Et je me suis retrouvé à Saint-Germain, rue Montfaucon, et il y avait une boutique là. Je suis passé devant cette boutique et j'ai vu des choses qui ressemblaient à ce que j'avais dans les mains, c'est-à-dire à mes pots de fleurs et au sens interdit et tout ça. En réalité, c'était une galerie d'art qui montrait Yves Klein, Christo, des choses comme ça, j'allais presque dire des débris de la société ou des choses qu'on trouvait à la limite amusantes mais qu'on ne prenait pas très au sérieux. Et pris comme ça d'excitation, je suis rentré à la galerie et il y avait une femme qui était là et elle m'a dit qu'est-ce que tu fais? Elle m'a tout de suite tutoyé, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais avec ton bazar, enfin, et je lui ai dit ben, je crois que je fais les mêmes choses que vous. Donc c'est vraiment, c'est pas un parcours classique hein, de choses. Et elle m'a dit ben, si tu fais les mêmes choses que nous, tu es un artiste. Et là j'ai dit bon bah si vous me dites que je suis un artiste, je suis un artiste. C'est comme ça que j'ai découvert le fait d'être artiste. Pour moi, tout était instinct, de toute façon, puisque c'était pas culturel, puisque je ne connaissais pas l'histoire de l'art. Le rouge, parce que par hasard, il y avait un pot de peinture, il se trouve qu'il était rouge. Mais alors, s'il était là, dans mon garage, c'était peut-être pas un hasard qu'il y ait un pot de peinture rouge, c'est bien moi qui l'avais mis. Donc ça veut dire que le rouge peut-être inconsciemment m'attirait. C'est même plus de la couleur, c'est le sang, c'est la vie donc. C'est pas que c'est mieux, c'est indispensable, voilà. C'est ça, pour moi c'est quelque chose de fondamental. Et c'est pas simplement fondamental à moi, c'est fondamental à tout le monde. Sauf que moi j'en ai fait une recherche. J'ai dit je vais me marier avec le rouge, voilà, c'est ça. Et j'ai employé d'autres couleurs hein, quand même, mais quand même 90% de mon travail c'est le rouge de la vie, c'est le rouge du sang, c'est voilà.
Le blanc de la maison, c'est un blanc comme lorsque j'emploie le rouge. C'est pas une couleur, c'est une spatialité. C'est une façon de dire, c'est la page blanche. Je pars de rien, je pars du vide, et à partir de là, chaque chose que je vais faire va avoir évidemment une conséquence. Parce que sur une page blanche, dès qu'on fait un geste, on va faire une tâche, on va faire un signe, on va faire quelque chose. Tout est marqué, tout est lisible, voilà. Et j'aimais cette idée de responsabilité, c'est-à-dire que oui, je suis celui qui aura fait cette trace-là. Oui, ben, c'est-à-dire que la stimulation, elle vient des effets contraires. C'est-à-dire qu'il fait beau ou il fait mauvais, c'est noir ou c'est blanc. Si j'étais musicien, je crois que ma partition serait certainement très contrastée. Parce que j'aime m'aventurer d'un côté, mais à condition que je m'aventure à l'autre aussi. Et en réalité, peut-être que je me plante parce que peut-être que je m'aventure nulle part et que j'ai peut-être rien trouvé. Mais je ne cherche pas quelque chose non plus. J'aime m'aventurer comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur. Le noir n'est pas mieux que le blanc, mais si j'emploie le noir, alors je veux employer le blanc aussi. Je veux être celui qui est morcelé entre une chose et une autre chose. Froid, j'ai une certaine rigueur, voilà. J'ai une organisation spatiale que j'ai montrée dans mon travail et tout ça, mais j'ai libéré aussi des parties fantasmatiques de ma nature et tout ça, de ma liberté. Donc sur ce plan-là, je crois que je suis assez libre. Et surtout, comme je me suis enfermé, quand on vient vers moi ou quand je vais vers les autres, je suis très attiré parce que, évidemment, c'est la vie derrière la fenêtre, hein. C'est ce qui se passe ailleurs, c'est ce que je suis incapable de vivre. Donc ça m'attire énormément. C'est un peu comme le noir et le blanc, encore une fois, où la lumière et l'ombre. Vous voyez, on est encore dans cet effet, c'est-à-dire que l'un attire l'autre. Si je ne le pratique pas, je suis quand même comme tout le monde, que les gens soient rassurés, et je ne suis pas plus froid que les autres. Enfin, je ne suis pas un rigorisme du froid, non. Vous voyez, on fait une interview, vous ne pouvez plus m'arrêter, parce que dans le fond, j'exprime dans le fond beaucoup de désir, dans le fond. Et j'espère que c'est positif en plus. J'ai rencontré un homme, une des rares personnes qui à cette époque était la personne qu'on pouvait rencontrer et qui pouvait changer votre vie. Là, c'est quelqu'un qui montait en puissance, il venait 2 ans avant de créer le manifeste des nouveaux réalistes avec les artistes en question, Jean Tinguely, Nikita Saint-Phal, etc., etc. Et il était le catalyseur de tout ça, l'intellectuel, si vous voulez, la dynamique très liée à Yves Klein. C'est-à-dire, pour la plupart des gens, c'est un peu par rapport à la société qu'on existe. C'est-à-dire, est-ce que la société va me reconnaître? Est-ce que je vais faire la différence dans la compétition et tout ça? Yves Klein n'avait pas besoin d'être en compétition pour être bon. Il faisait un geste extrême et il disait « je suis celui-là ». Et il le pense, et il le vivait surtout. Et c'est cette authenticité d'être qui était le vecteur commun que Pérestany a essayé de générer entre ces artistes extrêmes, vous voyez, qui étaient, qu'on appelait artistes, mais qui n'avaient pas besoin du mot artiste pour être des artistes. C'est pour ça que moi j'ai senti tout de suite une affinité avec ces gens, parce que je ne me prenais pas pour un artiste, et en même temps je sentais que j'exprimais quelque chose de tellement personnel, tellement qui sortait de moi, que je n'avais pas besoin qu'on me dise
Tu as un rôle dans l'histoire de l'art et tout ça. J'ai même pas besoin d'avoir de rôle aujourd'hui. J'ai même pas besoin d'être connu. Je sais que j'ai fait ce que je devais faire. J'ai poussé le bouchon jusqu'où je devais. Et même à mon âge aujourd'hui, à 81 ans, je suis toujours à la recherche du prochain geste, qui sera sans doute le dernier geste, mais qui fait que je fais quelque chose. Je ne veux pas rater le dernier geste, vous voyez, c'est ça. Et je ne pense pas à l'art même. Vous voyez, c'est quelque chose de très personnel. Exprimer ce que je sens. C'est même pas exprimer quelque chose, c'est exprimer ce que je suis. Exprimer ce que je sens avec le courage que j'ai et la faiblesse que j'ai aussi. Et c'est cette façon, c'est là où je me sens, entre guillemets, artiste. Être en phase avec soi-même. Alors c'est un paradoxe, mais c'est quand même très intéressant. Sans avoir rien à vendre, vous voyez. Malheureusement, l'art est à vendre. Et c'est pour moi ce qui tue l'art, c'est que c'est quelque chose qui se commercialise comme tout. Pour moi, l'art, c'était comme lorsque j'étais dans mon garage, lorsque j'ai fait pour la première fois un geste qui me paraissait le geste fondamental, il n'y avait rien à vendre. J'ai eu la faiblesse de me vendre. Et je le regrette encore aujourd'hui. Quand je parle comme ça, les personnes qui me connaissent, enfin de réputation, elles se disent « oui, mais vous en avez bien profité quand même, vous avez vendu ce qui vous permet d'avoir aujourd'hui l'aisance que vous avez, c'est parce que vous avez vendu. » Certes, oui, mais je le regrette, c'est ça que je regrette. C'est-à-dire, je regrette que cette aisance soit venue de la vente, parce que, en fait, pour moi, c'est l'énergie des œuvres qui est importante. C'est pas ce que ça vaut, c'est l'énergie des œuvres. J'apporte de l'énergie. Et donc, je voudrais que cette énergie ne soit pas à vendre. Voilà, c'est ça. Effectivement, l'art, comme des salades sur un marché, sont des produits à vendre. Au XIXe siècle, c'était pareil. Hein. Mais le danger supplémentaire, c'est qu'il s'est rapproché du luxe. Et moi, je n'aime pas l'idée, parce que j'ai rien contre le luxe, mais j'aime pas l'association luxe et art, qui est ce côté chic-choc. Vous voyez, je trouve que l'art n'a pas besoin d'être chic-choc. Quand il est choc, c'est par sa puissance, mais il n'est pas choc pour se faire comme une publicité, pour récupérer quelque chose, pour dire « celui-là fait la différence ». Alors je peux simplement moi témoigner qu'à mon époque, et je ne veux pas jouer les anciens, hein, mais c'est vrai que si cette époque a été magique, et que nous l'avons tous vécu de cette façon magique, c'est justement parce qu'on sortait de la guerre aussi, et donc il y avait un désir de vivre qui était très fort. Et l'argent n'était pas non plus le modèle. L'économie n'était pas comme aujourd'hui le modèle de la réussite. Tandis qu'aujourd'hui, la compétition étant ce qu'elle est, c'est un peu la guerre, et on est dans cette sorte de boulimie et de perspective comme ça qui ne s'arrête jamais. C'est comme le progrès, c'est-à-dire que c'est jamais assez. Quand on a 20 ans, 30 ans, là il faut être inventif, là il faut être créatif, là il faut savoir, là il faut tenter des expériences. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui qui peut-être, on peut se dire, est difficile pour les jeunes. En réalité, mon fils qui a 17 ans, je ne sens pas cette angoisse chez lui, et ça me rassure. Donc aujourd'hui, moi je ne vois pas les perspectives, je ne peux pas les voir, sans ça se saurait. Et on sent bien que tout le monde avance à vue. Mais le moire n'est pas un mot honteux. Voilà. C'est fourre-tout, certes c'est fourre-tout, mais c'est peut-être bien parce que c'est là-dedans qu'il faut piocher, qu'il faut se perdre, se trouver
Et pour se trouver, il faut souvent se perdre. Voilà. Donc il faut avoir un esprit d'aventure, il faut avoir une envie d'aventure. Voilà, c'est ça.